Et bien voilà, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui, ce soir, une fois de plus, dans Convergence et Révolution culturelle. Un plateau en couleur parce que justement, des écrivains, sinon ceux-là qui ont répondu présents dans un premier temps, sont donc à Convergence et Révolution culturelle pour rendre hommage à un grand homme, un poids lourd, un baobab de chez nous, hein, avec dans l'idée de rendre hommage. Quelqu'un nous a soufflé ici à l'oreille, à titre anthume, nous avouons que nous ne savions pas. Et ça peut être Lobambe Ngakoso pour nous rappeler des choses comme ça. Et c'est quoi déjà à titre anthume? Non, pendant que la personne est encore là en vie. Parce que la plupart du temps, c'est à titre posthume seulement que les hommages sont comme ça là rendus. Et ici, nous avons décidé de corriger ça. Donc avec cet échantillon d'écrivains, il y aura encore une deuxième, une troisième, une septième partie, pourquoi pas, où chacun viendra ici parler de l'homme. Hein? Théophile Obenga, le professeur. Mais ça ne veut pas dire que nous savons. Hein? Freshnel, bonjour. Bonjour, Alex. Dixon, bonjour. Bonjour. Alors, chers invités, bonjour à vous aussi. Bonjour. Alors, Dixon, Freshnel, nous qui accueillons donc comment on dit, ces intelligences, ces écrivains, ces chevaliers de la plume, hein? Ça ne veut pas dire que nous connaissons Théophile Obenga déjà. Non. On va le découvrir encore aujourd'hui. On va le découvrir. Chacun de nous va dire ce qu'il sait sur lui et puis on va rassembler toutes ces connaissances-là et ça fait... Mais est-ce que vous en aviez entendu parler un jour, quelque part avant qu'on se retrouve ici? De M. Théophile Obenga. Oui, oui, c'est l'ancêtre. J'ai entendu parler de lui comme l'ancêtre, la personne qui, je peux dire, parmi les plus... les Congolais qui ont étudié plus que les autres. Donc il est parmi ces cadres-là, parmi ces les plus grands intellectuels de chez nous. Voilà. Donc c'est comme ça que je le connais. Très bien. Voilà. Alors donc l'idée c'est de découvrir tous ensemble, de rendre hommage et de transmettre le savoir, pourquoi pas, parce qu'il y a des Congolais, Dixon, qui sont Congolais, mais qui ne connaissent même pas que Théophile Obenga est Congolais. Oui, justement, il y a des Congolais qui ne connaissent pas qu'il existe un homme qui a largement fait la fierté du Congo, qui s'appelle un poids lourd, une renommée mondiale. Alors qu'aux Antilles et un peu partout en Afrique, on connaît Théophile Obenga, on parle de lui, mais malheureusement, les fils du pays. Et on prie tous les dieux pour que Théophile Obenga fasse un tour chez eux. Et quand il arrive là-bas, tous les jours... On le reçoit, on l'accueille comme une divinité. Voilà, mais ici, chez nous, en tout cas, on ne sait même pas dans quel quartier il habite. Même pas. Aucune idée. Et puis, on n'a pas vu des jeunes autour de lui, comme ces conférences ininterrompues, où le professeur a de la peine à regagner son lit, tellement les jeunes panafricanistes à travers le monde sont avec lui quand il est hors du territoire congolais. Oui, pourtant, c'est quelqu'un qui aimerait bien qu'on le rencontre, parce que moi, une fois, j'étais avec lui, il me disait, mais les étudiants... Il est ouvert. Mais justement, il est très ouvert. Il disait, mais j'ai envie que les étudiants viennent me rendre visite, viennent me voir pour qu'on discute. Mais chose rare, malheureusement, je ne sais pas si c'est une question de communication. Est-ce qu'il faut sensibiliser les jeunes, conscientiser les jeunes? Bon, je pense que dans cette émission, ce serait ici une occasion pour nous aussi de dire aux jeunes que Théophile Obenga est ouvert et qu'il faut justement aller lui rendre visite. Très bien. Alors donc, pour ceux qui diraient, mais comment on va le faire? Il y a Convergence et Révolution culturelle. Nous pouvons servir de relais pour que personne ne dise que moi, je ne savais pas, je cherchais le quartier, je ne pouvais pas savoir où le trouver, donc je n'ai pas pu le rencontrer. Parce que le mal des Africains aussi que nous sommes, c'est de ne pas profiter des nôtres pendant qu'ils sont encore avec nous. Oui, ça c'est un problème de culture. On n'a pas cette culture-là, chacun chez soi. Mais on n'est quand même pas les derniers du monde. L'individualisme. Maintenant, avec ce plateau, on va peut-être aussi ouvrir comme ça un sentier pour que ceux qui ne savaient pas qu'il y a une possibilité pour le voir, pour qu'ils puissent se diriger, parce que c'est une bibliothèque pour nous, donc une source de savoir. Nous devons donc aller vers lui pour chercher aussi à comprendre qu'est-ce qui se passe, l'africanité, les Bantous, les Noirs, la civilisation. Est-ce que nous sommes une civilisation, comment dirais-je, bête comme on a qualifié? Parce que dans ses écrits, il démontre
nous sommes parmi les pionniers dans la civilisation, ceux qui ont donné la lumière au monde. Très bien. Je finirai, parce que justement, on parle de rendre visite. Oui, justement, pour ceux qui aimeraient lui rendre visite, il suffirait simplement de contacter M. Alexis Bongo. D'ailleurs, il y a notre numéro qui va s'afficher à l'écran, justement. Donc, et on va organiser tout ça. Voilà. De toute façon, rendre visite au professeur aujourd'hui, ça ne signifie pas que tout le pays va aller chez lui à la maison. Non, on organise des conférences, des rencontres, comme ça, il est toujours présent et toujours disponible. Là où les jeunes ont besoin du savoir, il est toujours disponible. Pour preuve, on l'a eu à la préfecture de Brazzaville, c'était le 25 mai 2017, quand on présentait officiellement l'avocat défenseur de l'Afrique. On s'en souvient. Voilà, donc le professeur avait fait le déplacement et il a toujours répondu présent partout où besoin est. Mais vous et nous ici, nous ne maîtrisons pas trop la chose. Hein? Sauf si oui, nous ne maîtrisons pas trop la chose, mais il est important pour nous rapidement de présenter cet homme, rapidement pour nos chers téléspectateurs. Théophile Obenga est surtout historien et linguiste. Il a écrit l'Afrique dans l'Antiquité. Égypte pharaonique, Afrique noire, introduction au peuple de la République populaire du Congo en 1973. L'Afrique centrale précoloniale, 1974, la cuvette congolaise, 1975. C'est aussi un poète dont plusieurs poèmes sont encore inédits. Obenga est né le 2 février 1936 à Brazzaville. Il a fait ses études primaires à Brazzaville et une grande partie de ses études secondaires au petit séminaire de Mbamou. En 1959, il est allé comme boursier à Bordeaux où il a obtenu sa licence de philosophie en 1962 et son diplôme d'études supérieures en 1963. Une bourse de l'UNESCO lui a permis de faire un séjour d'études à l'université de Pittsburgh, je crois que c'est ça, non? États-Unis, où il a acquis le Master Degree of Education, maîtrise en sciences pédagogiques. De retour des États-Unis, il est parti pour Genève afin d'y étudier l'histoire auprès de l'Institut d'histoire du professeur Sven Stelling Michaud. Voilà. Puis il est revenu en France où il a fréquenté la Sorbonne et le Collège de France. Licencié d'histoire, membre de la Société française d'histoire d'outre-mer, Théophile Obenga a également travaillé avec le professeur Lionel Balou dans le laboratoire de paléolographie des temps préhistoriques. Il est rentré au pays natal après 13 ans de studieuse pérégrination. Voilà. Il enseigne actuellement l'histoire et la linguistique à l'université de Brazzaville. Très bien. Alors donc, ce livre vient au secours de Convergence et Révolution culturelle. C'est de Jean-Baptiste Tati-Loutard, n'est-ce pas? Oui, justement. Un poids lourd de la littérature de chez nous, Anthologie de la littérature congolaise d'expression française, tome 1. C'était donc en 1976. Alors cela dit, on ouvre ce plateau, n'est-ce pas? Exactement. Parce qu'on a ici des écrivains, peut-être que c'est des sachants, des non-sachants comme nous. L'idée ici, nous les avons pris comme ça là, on vous a pris Manu Militari, installez-vous là, parce que il y avait cette faute lourde, grave. Donc nous ne parlions pas des nôtres, alors que nous avons un poids lourd ici chez nous, qui est la référence mondiale du moment. Alors comment ne pas en parler? Alors à quel moment nous allons transmettre le savoir si jamais nous n'en parlons pas? Voilà pourquoi on vous a convoqué ici, on vous met sur le banc des accusés pour que nous puissions parler de Théophile Obenga. Mais ici, l'idée c'est de transmettre le savoir, dire ce que nous savons, dire ce que nous ignorons de l'homme, être libre. Donc la grande question qu'on vous pose, lorsqu'on vous dit Théophile Obenga, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, libre à vous chacun de prendre la parole, vous êtes libre de vous arracher la parole, vous êtes libre de poser des questions, on n'est pas... c'est pas un devoir oral, hein? Non. Mais voilà, c'est pas une interrogation orale, mais enfin, c'est pour que nous puissions ici, tous ensemble, brasser la situation et puis trouver de quoi nourrir ceux qui sont devant leur petit écran. On vous écoute. Présentation d'abord, qui est qui et qui fait quoi? Honneur à la dame. Okay. Honneur à la dame. Merci beaucoup. C'est Jojo M. Monsonga.
Je venais à peine de faire partie, de rentrer dans le monde des écrivains avec mon tout premier roman, Les profondeurs cachées d'un cœur sans voix. Et ce soir, comme tu as su bien le dire, Alexis, c'est que Théophile Obenga, c'est un nom... Nous entendions et nous entendons jusqu'à maintenant parler de ce grand homme. Donc pour moi, j'appellerais peut-être papa ou grand-père. Évidemment. Et on le voit à la télé, je le connais comme étant professeur d'histoire. Et j'en ai aussi appris et j'ai entendu qu'il est aussi auteur de plusieurs œuvres que je n'ai pas encore eu cette occasion de parcourir. Mais moi, je pense que ce soir, sur ce plateau, j'apprendrai pas mal de choses, peut-être son historique, comme tout à l'heure, ça a été donné par Dixon. Très bien. Donc, nous serons nombreux à apprendre ce soir. Alors, on écoute les uns les autres. La parole est libre. Elle est donnée à qui veut bien la prendre. Okay. Je pourrais apprendre. Je me nomme Destin Jésus Sonjo. Je suis docteur en gestion de communication, auteur de l'introduction à la diaspora congolaise. Merci pour l'invitation. Théophile Obenga, j'ai entendu parler de ce nom pour la première fois quand j'étais en classe de terminale. De terminale et en philosophie. D'ailleurs, j'ai même ce cahier de la philosophie que je garde. Plus de 15 ans. Votre cahier de philosophie. Gardé depuis 15 ans. Oui. Super. C'était sur l'origine de la philosophie africaine. Alors ici, il est dit que Théophile Obenga pense que plus de 2000 ans avant Jésus-Christ et avant Thalès, les pays orientaux en général et l'Égypte en particulier avaient déjà magnifiquement philosophé. Et le prof nous dit que Théophile Obenga, c'est un Congolais. Nous étions tous étonnés. Un Congolais en philosophie, un philosophe congolais. Alors, on était tous émerveillés. C'est à partir de là que j'avais commencé à faire quelques recherches. Alors, je rentre, je suis à la maison, je demande à ma tante, Théophile Obenga, elle me dit que c'est un professeur qui nous a enseigné. C'est un historien. Je dis non, c'est un philosophe. C'est un historien. Donc, voilà. Et pour moi, Théophile Obenga, c'est une icône. C'est un esprit. Un penseur libre. Quand je suis ses interviews, il est libre. En tout cas. Donc voilà. Et quand je suis allé en Europe, en Belgique, à l'université, j'ai rencontré plusieurs étudiants de l'Afrique. Rwandais, Cameroun, Sénégalais. Quand j'en suis que je venais du Congo-Brazzaville, parce que le Congo-Brazzaville n'était pas connu, n'est pas trop connu en Belgique. Connu, il faut dire, il n'est pas connu. Pas connu. On ne nous connaît pas. D'accord. Bon, on connaît que je dis la RDC. C'est tout, c'est tout. Congo, tout le monde c'est la RDC. Non, je leur dis que bon, vous êtes connus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur vous, de catastrophes et tout, donc voilà un peu. Alors, on me dit que, mais tu viens du pays de Obenga et Zao. Donc, c'était les deux qui étaient connus. Parce qu'une fois par mois, Zao était au Rwanda lors d'un sommet des chefs d'État. Il avait chanté ce chant. Son célèbre chant. Ancien combattant. Et j'ai senti cette fierté en moi. Et j'ai commencé à faire des recherches sur Théophile Obenga. Et je suis tombé sur ce livre. J'ai un ami. Je me suis dit, non, moi je vais prendre. Je l'ai convaincu jusqu'à ce qu'il m'a donné. Et de là, j'ai vu en lui l'amour du pays. Je dis non, mais cet homme aime le pays. Et ça m'a inspiré, raison pour laquelle la licence, le mémoire de la licence, je l'ai écrit sur le Congo. La fracture numérique et ses implications en République du Congo. En master, j'ai écrit sur les relations entre l'ambassade du Congo et sa diaspora, et la thèse sur la problématique de la réintégration de la diaspora congolaise. Alors, et de ça, j'ai fait de cette thèse un ouvrage. Quand je cherchais le titre, je me suis inspiré de Théophile Obenga, de son ouvrage « Introduction au peuple de la République populaire du Congo »,
publié en 1972. 73, je ne sais pas si c'est... Donc voilà. 72 ou 13, en tout cas, c'est dans les années 70. Donc voilà, il m'a inspiré. Une chose est sûre, oui. Voilà. Et voilà le titre, Introduction à la diaspora congolaise. Donc ça vient un peu de là. Super. Alors, c'est ouvert. Le bal est ouvert. On écoute les autres. Oui. Bien, moi c'est Gérard Semi, l'auteur d'un recueil de poèmes intitulé Tam Tam de l'au-delà. Bon, c'est comme Tam Tam de l'au-delà. Tam Tam de l'au-delà. C'est comme venait de dire le doyen. Moi également, j'ai connu Théophile Obenga en classe de terminale. Lorsqu'on nous enseignait sur la philosophie africaine, lui défendait la thèse selon laquelle les Africains ont une philosophie. Avant qu'on nous cite Théophile Obenga, notre enseignant à l'époque nous citait Ebenezer Djomoele, Marcien Toua, tout ce monde. Et tiens, à un moment donné, je me suis dit, oh, nous avons un Congolais qui est philosophe. Et moi, ça m'avait étonné. Je rentre à la maison, bon, dans la ville où j'étais, il n'y avait pas assez de bibliothèques, mais je partais souvent à l'église catholique en Kaï. J'ai fait des recherches, malheureusement, il n'y avait pas d'ouvrage sur Théophile Obenga. Et une fois que j'ai décroché le bac, j'arrive à Brazza. Par accident, je peux dire, j'ai retrouvé l'un de ces recueils de poèmes, Stèle pour l'avenir, présenté à la maison d'édition Présidence africaine. J'ai parcouru le livre, j'ai compris que non, le monsieur était vraiment un esprit. Et j'ai senti la matière en lui. Et pour la deuxième fois que je l'ai rencontré, c'était à Bayardès. C'était un monsieur qui est très, très, très ouvert, je peux dire. Quand nous avons conversé, j'ai beaucoup appris de lui. Et puis en son nom, ils étaient ensemble le jour en question avec le professeur Dominique Ngongala. Et j'ai retenu, j'ai beaucoup appris auprès de ces deux babas. Super. Alors, Berdi, j'ai votre nom ici, je sais que vous venez de loin. Alors, votre livre, c'est Le choix. Donc, l'exil ou le développement de l'Afrique. Le choix qu'il y a à faire. Alors, Théophile Obenga, ça vous inspire quoi? Je dirais d'emblée le panafricanisme. Ah. L'amour de ce continent qui est actuellement négligé par d'autres, méprisé d'ailleurs. Et ce sentiment-là de révolte, je dirais, de réveil. C'est ce qui a inspiré le livre dont vous parlez. C'est ce qui m'a poussé à échanger mon casque d'ingénieur contre la plume de l'écrivain. Ah, super. Voilà, donc c'est en somme ce que je peux dire. Très bien. Donc, Théophile Obenga, le panafricaniste. En même temps qu'il y a l'historien, il y a le philosophe qui ont étonné. Alors, Malachi Ngouloubi, Théophile Obenga, quelle inspiration? Ça vous dit quoi, déjà? Merci. Théophile Obenga, comme a su dire les autres historiens, philosophes panafricanistes. Esprit. Un grand esprit. Selon moi, c'est une grande figure de la philosophie que je souhaite même, j'ai entendu parler des textes inédits parce que je suis également éditeur. Je pense que je dois me rapprocher de lui pour prendre ces textes-là édités gratuitement. Super. Parce que j'ai même pris les textes de Ngongala qui n'ont jamais été publiés dans les maisons d'édition, que je vais rééditer. Le professeur Dominique Ngongala nous a déjà quittés, non? Oui. Ah, il a été victime de la Covid-19 en France. J'ai vu le livre Lettre à un pygmée. C'est un livre qui n'a jamais été publié. C'est publié dans une imprimerie et non dans une maison d'édition. Donc je suis en train de voir quels sont les livres que je vais rééditer chez lui. C'est le combat que nous faisons tous les jours. Et également le roman de la Benjamin des écrivains congolais, Magali Kalissa Ikama. Une fois, j'ai appelé son papa, j'ai dit, je dois rééditer ce livre-là, mais gratuitement, je ne vous demande pas l'argent. Donc, pour moi, le Théophile Obenga, c'est une grande figure. Une grande figure de la philosophie. Je l'ai connu au lycée, parce que j'avais presque tous les noms. On m'appelait Senghor, on m'appelait Lissouba, j'avais tous les noms parce que j'aimais beaucoup la philosophie. J'ai fait sciences, mais je suis beaucoup plus ancré dans la littérature, la philosophie que mon propre domaine qui est les sciences de gestion. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous ici, nous pouvons aussi témoigner du fait que
si jamais il y a aujourd'hui l'émission Convergence et Révolution culturelle, c'est toujours Théophile Obenga. L'inspiration vient du fait qu'on l'avait découvert un jour et qu'on était tombé des nues. Comment on peut avoir un tel baobab chez nous? Et c'est à peine quelques mots qu'on avait entendus à l'école ou bien à l'université, mais on n'était pas entré en profondeur. Et puis voilà, mais lorsqu'on découvre l'homme, on se dit le combat panafricain dont il a été à l'origine, il faudrait que nous puissions quand même continuer la course. Donc c'est comme une sorte de transmission de flambeau qui s'est faite là, et automatiquement aujourd'hui, on peut dire aux téléspectateurs, si jamais il y a l'émission Convergence et Révolution culturelle à DRTV, une émission de combat panafricain, c'est parce qu'en amont, il y a eu Théophile Obenga avec tout ce que l'on dit de l'homme et tout son combat. Voilà, c'est la résultante même de ce combat, ce qui fait qu'il y a ce trio d'animateurs de l'émission. Alors, cela dit, il y en a un sur ce plateau qui se réserve encore, que nous aussi nous avions réservé expressément, parce que lui au moins il connaît mieux que nous, même si lui-même ne le dit pas, mais lui, nous le savons. Oui, voilà, il faudrait que pour que les téléspectateurs comprennent un tant soit peu à qui ils ont affaire, sachent pourquoi on viendrait parler de Théophile Obenga. On ne se lève pas un beau matin pour rendre hommage à quelqu'un. Fut-il à titre anthume ou posthume, mais il faut bien que ce soit une grande figure. On ne vient pas parler du va-nu-pied du quartier ou bien de n'importe qui comme ça là. Donc ce plateau est tout à fait spécial. Obambe Ngakoso, merci d'être venu. Nous tenions tous ici à ce que vous soyez là. Alors, c'est vous qui allez nous défendre face au public, hein? Parce que tous ici, nous ne connaissons pas trop bien Théophile Obenga, nous apprenons. Mais vous, nous vous avons déjà suivi plusieurs fois quelque part. On dirait bien que vous connaissez l'homme. Alors, si on disait à Obambe Ngakoso, Théophile Obenga, quelle réaction? Bon, tout d'abord, merci également pour l'invitation, parce que c'est toujours un plaisir que de se retrouver en face d'Alexis Bongo pour répondre à ses questions, pour échanger avec lui. Et surtout, merci à ces jeunes. Alors, quand je dis ces jeunes, je prends... Alors, les gens n'aiment pas qu'on pointe du doigt, je vais faire 1, 2, 3 et 4. La dame, je ne sais pas, c'est la première fois que je la vois. Difficile de lui donner un âge. Elle est aussi jeune. Elle est aussi jeune. Donc, merci à ces 5 jeunes d'avoir répondu à cette invitation pour parler de cet homme. Vous savez, quand on dit que le Congo, c'est 4,5 millions d'habitants, très sincèrement, je pense que l'écrasante majorité des Congolais ne mesurent pas la chance que nous avons d'avoir cet homme né au Congo, encore en vie à 85 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je vais être un peu lent, mais je pense que ça en vaut la peine. Non, mais c'est tant mieux pour nous. Alors... Dixon, on va faire le tutoiement, c'est mon jeune frère. Oui. Dixon a dit Brazzaville. Alors, il me semble, je peux me tromper, il me semble qu'il est né à Terre-Mbaya. Oui. Voilà. Il est plutôt né à Terre-Mbaya. Terre-Mbaya, c'est en terre, en français, on dit Gongoulou. Mais sinon, eux-mêmes, dans leur langue, ils disent Ngongwel, hein, comme on dit en lingala, Bangongolo. Voilà. À Botama et pas Bangongolo, dans l'actuel département des Plateaux. District de Gamboma, pour être précis. Il est né là-bas et je pense qu'il parle la langue. C'est quelqu'un qui a la chance d'être polyglotte. Et quand je dis polyglotte, ce n'est pas 3 langues qu'il parle. Il parle plusieurs langues. Dixon a parlé de son parcours aux États-Unis. Alors, ce n'est pas une correction que je fais, mais simplement, nous avons des jeunes qui vont nous suivre. Il faut essayer d'être un peu précis. Ce diplôme, chez les anglophones, on l'appelle Master Degree. Ça ne veut pas dire que je parle très bien anglais, non. C'est juste pour corriger. Parce qu'il y a des enfants qui suivent, c'est important. Oui, mais le livre que Dixon a lu date de 76. Non, ça se prononce Master Degree. Master Degree. C'est mentionné. Ah, d'accord, c'est tant mieux. Non, parce qu'il a dit Master Degré. Non, c'est juste une parenthèse. Et je le dis, c'est pas pour nous, c'est pour les jeunes qui nous suivent. C'est important. Sinon, on risque de dire aussi Master Degré. Et après, ils vont dire, le même accommodant l'émission, ils ont le Kuta. C'est clair. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à lui. Beaucoup de jeunes me posent des questions tous les jours sur lui, par WhatsApp, par d'autres réseaux sociaux, par Gmail, lorsqu'on m'écrit en privé, au téléphone, ainsi de suite. Et ça, c'est une belle occasion, effectivement, de parler de cet homme. Et avant de parler de cet homme, je vais ouvrir une parenthèse. Je vous invite à vous replonger dans l'histoire. Il y a une ville ivoirienne qui s'appelle Bouaké. Bouaké, c'est au centre.
c'est dans le pays, à Caen. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est un doyen qui me l'a raconté. Il aura 71 ans cette année, il était jeune lycéen, il avait 22 ans. Et ils étaient avec des amis en train de suivre une excellente émission qui passait sur la radio qu'on appelle aujourd'hui RFI, animée par un Guinéen, historien, Ibrahima Baba Kaké. Et Ibrahima Baba Kaké, s'il était en vie, il aurait l'âge d'Obenga. Oui, s'il était en vie, né en 1936 également. Un homme très brillant. Et lui, il n'a jamais touché à la politique. Lui, c'est l'histoire. Il enseignait, il faisait ses émissions. Et donc, il est 22h. Ces jeunes sont en train de suivre l'émission. Et qu'est-ce qu'ils vont apprendre? C'est un coup de tonnerre. En Allemagne, au XVIIIe siècle, il y avait un nègre, un Africain, qui s'appelait Amo, A-M-O, et qui enseignait la philosophie. XVIIIe siècle. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter pour des jeunes en 1973. Donc, le pays est jeune, la Côte d'Ivoire a 13 ans officiellement d'indépendance à peu près, et on leur dit que, dans le XVIIIe siècle, un nègre enseignait la philosophie aux Blancs. Et ça allait à l'encontre de tout ce qu'ils avaient appris. Parce que ce qu'on enseignait à nos aînés à l'époque, c'est que on n'était rien, on était des sauvages, on n'a jamais rien créé, on n'a jamais rien inventé, nous n'avons même jamais pensé. Ah oui, parce que... Les Européens sont tristes. Voilà. Et ils se sont fâchés. Le lendemain, quand ils se sont levés, ils sont allés voir la direction du lycée. C'était un lycée technique. Ils ont dit au proviseur et à ses collaborateurs, si dans notre programme, on ne nous met pas l'enseignement de M. Amo, du docteur Amo, du professeur agrégé Amo, nous n'allons plus manger vos repas de la cantine. Et vous savez, quand vous dirigez un pays, une ville ou une région, il faut faire très attention aux étudiants, aux élèves. Ils n'ont pas d'armes à feu. Et quand ils se fâchent, ils peuvent faire tomber un pouvoir. Évidemment, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité, partout. Et le premier jour, ils ont refusé de manger. Et la direction du lycée était embêtée. Ce n'était pas dans les programmes scolaires. Donc, ça, c'est une parenthèse. Pourquoi je le dis? Il faut que les jeunes sortent de leur tête que nous ne sommes rien. Il faut que les jeunes sortent de leur tête que nous sommes zéro. Je vous parle de Amo, qui était philosophe, originaire de l'actuel Cameroun. Donc Amo, si on prend ses origines, il faut redescendre dans l'actuel Cameroun. C'est cet homme qui s'est retrouvé, qui est parti de chez nous, qui est allé en Allemagne, qui a été très brillant au XVIIIe siècle. À l'époque, les nègres dans les rues, on n'a pas. Vous allez vous promener, vous n'allez pas voir de nègres. Sinon, un ou deux tous les 5 ans. Et pour moi, Obenga, ce sont les successeurs des Amo. Obenga, c'est quelqu'un qui vous dit, quand j'étais à l'école, je n'avais aucun complexe avec les Blancs. Oui. Quand il fallait faire le grec, j'étais premier. Quand il fallait faire la philosophie, j'étais premier. Et Malachi, la philosophie est une science. Parce que toi, quand tu dis, j'aimais plutôt les sciences, mais j'aimais aussi la philosophie est une science, c'est la mère des sciences. Et Obenga a muni d'une bourse congolaise lorsqu'il se retrouve en Europe. Il ne nourrit aucun complexe. Donc, Makamonabuna Kolwa, Mondele Nzambe, Mondele ceci, Obenga n'a jamais connu ce problème. Obenga est le petit-neveu de Jacques Opango. Ah oui, avenue Jacques Opango. Jacques Opango, c'est le frère de la grand-mère maternelle du professeur Obenga. Ah. Et Jacques Opango, ça, nous ne savions pas. Oui, et Jacques Opango va élever Obenga. Biologiquement, il n'est pas son fils, mais on peut dire que c'est son fils. Parce qu'en Afrique, vos enfants, c'est ceux que vous élevez, ceux qui sont dans votre maison. Opango était un homme extrêmement rigoureux. Entre parenthèses, je présente mes condoléances à sa famille parce que son fils aîné vient de décéder. L'arbitre, nous qui adorons le football, quand on était enfant, il y avait un arbitre qu'on appelait Hugo Pango. Il vient de mourir, 79-80 ans, c'était le premier fils d'Opango. Et chez lui, Obenga dit ceci. Avec M. Jacques Opango, il n'y avait pas d'élèves brillants ou très brillants. Il n'y avait pas d'élèves exceptionnels. Au INABA 18 non sur 20, Jacques Opango, si tu étais exceptionnel, tu n'irais pas à l'école. Regardez la vision que cet homme avait à l'époque. C'est dans cet état d'esprit que Obenga est élevé. Jacques Opango, première personnalité politique du Congo à l'époque, avant Yulu, parce qu'il y a eu Jean-Félix Tshikaya, ensuite Jacques Opango, Fulbert Yulu, Massamba Deba, etc., etc. Donc imaginez Jacques Opango, première personnalité politique de ce pays, il allait à l'école, discuter avec les enseignants de tous ses enfants, confronter la réalité. Est-ce que les notes qu'on m'a présentées, c'est ça? C'est dans cet état d'esprit. Voilà pourquoi, si vous êtes médiocre,
ce n'est pas la peine de vous présenter devant Obenga. Obenga a grandi dans l'école de la rigueur. Obenga a fait le lycée qui est redevenu Savognard de Brazza. Lui, en littérature, A4 comme on disait. Et en sciences, vous aviez des gens comme Pierre Nzé, ils sont de la même génération, et Alfred Raoul, légèrement plus jeune qu'Obenga. Nzé, c'est 1935, Obenga 1936, Alfred Raoul est né en 1938. Alfred Raoul et Nzé, c'était les mathématiques. Ils ont fait leur bac, lui, il a fait le sien, il s'est retrouvé à Bordeaux, comme il a été dit par Dixon, Klaus. Obenga lisait. Il nous a dit plus d'une fois, j'avais tout lu, mais j'avais encore faim. Il me manquait quelque chose. Bah, roman natanga, bah, nouvelle, bah, poésie, bah, essai. Mais il y avait quelque chose qui lui manquait. Et il avait un ami de Chambray, qui était étudiant, Joseph Mboui, un Camerounais, qui a fini en sociologie, en politique, malheureusement il nous a déjà quittés, qui lui dit un jour, est-ce que tu as déjà lu Cheikh Anta Diop? Obenga dit, je ne sais pas qui c'est. Il dit Simba Bouko, Tangango, Nation nègre et culture. Obenga a commencé à le lire jusqu'au matin. Il n'a pas dormi. Et quand il s'est levé, il dit, j'ai trouvé ce que j'ai toujours cherché. Et je dois rencontrer ce monsieur. Je ne sais pas si c'est des heures qui étaient passées ou des jours. Apprenant qu'un événement sera organisé à l'UNESCO à Paris, il prend le train, il va à Paris. Et à un moment donné, c'était la pause, parce que Cheikh Anta Diop était en conférence. Il dit, je le vois. Ouais, comment Obenga est grand. Et lui-même, quand il vous parle de Diop, il dit, je vois un bel homme, grand de taille. Il dit, bonjour, c'est monsieur Cheikh Anta Diop. Il dit, oui. Il dit, je suis venu de Bordeaux pour vous voir. Il dit, ah bon, il voit un jeune homme. Faites la différence. Cheikh Anta Diop est né fin 1923, Obenga février 1936. Donc on a plus de 12 ans d'écart. C'est un petit pour lui. Il cause, il se rend compte que le petit en face de lui est très brillant. Il dit, jeune homme, sachez que vous n'aurez rien de mieux à faire de votre vie que d'étudier l'égyptologie. Il dit, étudiez l'égyptologie. Faites ce que vous voulez, mais vous devez étudier l'égyptologie. Et Cheikh Anta Diop ne lui a jamais demandé de faire la course au diplôme. Il dit, va chercher la connaissance. Allez chercher la connaissance. C'est la connaissance qui va vous libérer, pas les diplômes. On le sait très peu. Obenga rentre au Congo sans doctorat parce qu'il avait fait ses 2 ES, ses 2 SS, ses 2 A, ainsi de suite. Effectivement, il a étudié tout ça. La linguistique, il est linguiste. La philosophie, l'histoire. Je m'arrête là. On aura l'occasion d'y revenir. Personnellement, je suis un peu à ce niveau comme mon jeune frère à côté. Avant de quitter le Congo, je n'avais jamais lu Obenga. Obenga, c'était le chef de ma mère à l'université, mais je ne l'avais jamais rencontré. Ma mère, avant de terminer sa carrière en banque, est passée entre autres par l'université Mariangwabi. Et le professeur Lévi Makani est recteur, Obenga est secrétaire académique. Et dans son équipe, il y a ma mère. Elle me disait toujours qu'il est drôle, il est drôle, il est drôle. Bon, vous savez, on vous dit ça, mais il n'y a pas de livre, il n'y avait rien. Donc pour moi, bon, c'était un parmi tant d'autres. C'était quelqu'un qui avait étudié, sans plus. Je suis étudiant. Certains me faisaient des comparaisons entre Lissouba et Obenga, mais ça ne me disait rien parce que je n'avais jamais lu Obenga. Je n'avais jamais cherché à le rencontrer, sans plus. Quitte le Congo, je vais au Maroc, rien, je lis. Un peu comme lui, hein, mais je dis bien un peu. Ça ne veut pas dire que je fais des comparaisons à 100%. Il m'a fallu arriver en Europe. J'étais assez grand. J'ai lu Obenga. Et grâce à lui, je suis allé vers Cheikh Anta Diop. Et là aussi, j'ai dit, j'ai trouvé ce que je cherchais. Ça m'a conforté dans mon panafricanisme. Voilà. Oh. Mais on peut acclamer pour Obamé Dakoso. Parce que là, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, Convergence et Révolution culturelle avait raison d'initier ce programme, ce plateau spécial. Parce que justement, quelqu'un avait dit, et nous l'apprenions, nous le récitions à l'école primaire à l'époque, pour la petite anecdote, Alexis Bongo a été à l'école primaire de Malouango, à Pointe-Noire, donc CP1, CP2. Ensuite, l'école primaire Saint-Pierre, toujours de Pointe-Noire, pour faire C1, C2, CM1, CM2. Et c'est le collège Les Trois Glorieuses à Pointe-Noire pour la 6e, avant d'atterrir ici à Brazzaville pour, à partir de la 5e, donc à Gampo-Lilo. Donc, il fallait bien que nous organisions ces choses-là parce que à l'école primaire, déjà, on nous disait
L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. C'était déjà quelle récitation-là Une chanson de Rafa Bunzeki. Oui, mais c'est le départ pour l'école, justement. Non, le départ pour l'école, puisque Rafa Bunzeki a repris la récitation. Merci, Obambe. Donc, on disait l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Voilà ce que nous faisons sur ce plateau, justement, parce que il y en a qui sont assis sur de grandes richesses sans s'en rendre compte et ils crèvent de faim. Jusqu'à ce qu'on vienne leur ouvrir les yeux. C'est ce que nous essayons de faire sur ce plateau. Alors, Dixon, Freshnel, peut-être une réaction après l'exposé de Obambe Ngakosso, avant que nous n'ouvrions ce plateau à ces grands écrivains pour qu'ils réagissent et que chacun de nous fasse montre et de son savoir et de son ignorance pour que ça puisse comme ça là éveiller les consciences africaines encore endormies. Non, mais vous savez, moi personnellement, quand je suis avec M. Ngakosso, de temps en temps, je suis informé, j'apprends en fait. Et voir un homme qui a toutes ces informations sur Théophile Obenga, avec maestria et puis, justement, de très belle manière. Justement, et ce que j'ai retenu dans tout ce qu'il a dit, ce que moi j'ai retenu, c'est plutôt aller à la recherche de la connaissance et non pas des diplômes. Voilà, justement, c'est parce que le Congolais aujourd'hui pense que... On nous forge toujours à courir vers les diplômes, à en attraper donc le grand nombre possible. Mais nous passons parfois à côté de la connaissance. Les Ivoiriens appellent ça papier longueur. Comme si la main des diplômes faisait la grandeur de l'esprit de l'humain, en fait. Exact. Voilà. C'est ce que j'ai retenu de tout ce que M. Obambe a dit tout à l'heure. Très bien. Voilà, moi personnellement, j'ai aimé quand il a montré un peu les liens de parenté avec Jacques Opango. Ça, c'était aussi utile parce que... Les Congolais ne le savent pas. Voilà, c'est ça. Nous ne le savions pas. Il y a l'avenue Jacques Opango, il y a le quartier Jacques Opango. On ne sait même pas qui est Jacques Opango. Le problème, c'est que avenue Jacques Opango, on passe là, mais on ne se pose pas de questions. Alexis, il n'y a pas de secret. Ouais. Vous et moi avons vécu dans un pays où, lorsque on écrit avenue Jacques Opango, il y a une plaque, c'est écrit au début 1907, année de naissance, 1978, année de mort, dans son cas, parce qu'il est mort à 71 ans, et plus bas, on vous met la plus haute fonction que cet homme a occupée, ou simplement, si c'était un musicien, même musicien. Et là, on aurait pu mettre, par exemple, premier vice-président du conseil, du gouvernement, etc. etc. Mais on n'a pas cette culture. Nous allons chez les autres. Nous passons 10 ans, 50 ans parfois de notre vie. Quand on revient... Bon, voilà, on aime l'à peu près. Vous savez, bon, Ebongate, toujours meilleur. Non, excellent. Obenga, c'est l'excellence. Comme ça chez nous. Oui. SBB, super Boboto. Et Obenga, c'est l'excellence. J'ai assisté à une soutenance de thèse de philosophie en fin 2020. Je vous promets, quand vous le voyez, parfois vous avez peur. Vous dites, mais est-ce qu'il va tenir? C'est en fin 2020, donc il a 84 ans, il va vers ses 85 ans. Il est là, vous avez l'impression qu'il dort. Le gars, enfin, s'est calé. Hein. Il avait préparé sa thèse sur Emmanuel Kant depuis des années. Elle était prête. Je rentre au Congo en 2015, il me montre sa thèse. C'est 5 ans plus tard qu'on lui donne l'autorisation de se tenir. Mais quand Obenga prend la parole, vous n'assistez plus à une soutenance de thèse. C'est un cours que vous êtes en train de suivre. Il vous fait en même temps un cours de linguistique, un cours d'histoire, un cours de grammaire, un cours de vocabulaire, un cours de philosophie. Il dit à l'impétrant en face, vous êtes un cadre. Ça, vous ne devez pas le dire. Ça, vous ne devez pas faire. Ça ne passe pas. Et pour vous montrer à quel point cet homme est marié aux livres, qu'il dort avec les livres, qu'il se lave avec les livres, à un moment donné, il pose une question à l'impétrant concernant un auteur. Bon, cet auteur s'appelle Grotius. Même nous ici. Voilà, Grotius, je ne savais pas qui était Grotius. Il fallait peut-être avoir étudié Emmanuel Kant en profondeur, comme ce doctorant, pour savoir qui était Grotius. Obenga nous sort un livre qui doit partir d'ici jusque-là. Il dit, viens au moins toucher. Tu n'as pas encore lu, mais viens au moins toucher. Je vous promets que toute la salle, tout Kofi Naroseka, quand il a touché, il dit, après,
faut revenir, je vais te prêter Grotius, tu vas lire Grotius. Obenga, c'est quelqu'un qui veut que chacun de nous accède à la connaissance. Il nous disait, vous n'êtes pas chez vous. Lorsque vous étudiez et que vos directeurs de mémoire, vos directeurs de thèse vous imposent des vues qui sont contraires à vos idéaux, qui sont contraires à la science, acceptez, soumettez-vous, soutenez, prenez vos diplômes et après, arrachez votre liberté. Et ça concerne surtout le droit, l'histoire, la philosophie et l'économie. Mais avant lui, je n'avais jamais rencontré un homme qui présente les études universitaires sous cet angle. Il y en a qui étaient pour la confrontation tout le temps. Ton directeur de thèse n'est pas d'accord, tu l'envoies bouler. Non. Tu laisses tes parents qui sont à des milliers de kilomètres. Tant que monsieur son maman a 4 à Azo Zela moi 10 €. Yo que nous ça non. On se soumet. Mais après, on leur démontre que eux ils sont dans le faux. Exact. Voilà, donc rapidement, j'allais tout simplement Freshnel, dire. oui. Ensuite, Jojo, parce qu'elle va nous quitter bientôt. Elle va pas mourir. Elle va pas mourir. Non, elle va pas mourir. D'autres obligations l'attendent. Donc Freshnel rapidement, et puis Jojo, parce que Guénol viendra prendre place rapidement, puisqu'on va entrer dans la deuxième partie de cette émission. L'information selon laquelle il a été au pied de monsieur Opango m'a appris que derrière un esprit, il y a toujours un esprit. Donc on ne devient pas un esprit par hasard. L'éducation, la rigueur, la suivi, tel qu'on a appris que M. Opango il avait était rigoureux. Une certaine rigueur. Et j'ai compris encore une chose, que si chez nous, puisqu'on a commencé là au début, que pourquoi les jeunes au Congo ne vont pas vers lui pour chercher à puiser les connaissances qu'il a, j'ai compris que chez nous, ce qui est important, ce n'est pas la connaissance, c'est l'argent. Et puisqu'on sait que l'argent, on le trouve facilement dans la politique, et tout le monde se dirige vers la politique, c'est comme ça que la nation est en train de mourir. Et personne ne réfléchit. Quand il y a des bêtises qui sont en train de prendre place au sein du pays, personne ne réfléchit, personne ne dit quelque chose. On est là en train d'avaler goulûment le mal, alors qu'on devrait se mettre à réfléchir, à aller vers les sources de connaissances pour chercher à puiser et puis à bâtir la nation sur la base de ce qui est scientifique, la connaissance, ce qui est objectif, et non de continuer à poursuivre les chimères avec certaines idéologies politiques qui mènent le pays vers le bas. Très bien, alors... oui. Alexis, il y a une autre chose. Quand on veut que les jeunes aillent vers Théophile pour tirer ses connaissances, mais il faut d'abord que la jeunesse ait une connaissance, une idée, entendre parler d'abord de la personne, de cette icône. Mais si nous n'avons pas eu, par exemple, ce plateau, on ne saurait pas cette anecdote que vous avez bien lue et bien signifiée sur la personne de Théophile. Imaginez la jeunesse et cette population qui est là derrière cette caméra, devant leurs écrans, en train de suivre, et certains sont aussi émus que moi, peut-être, qui suis sur le plateau, pour apprendre toutes ces choses, des bonnes choses sur la personne. Mais moi, la question que moi, j'aimerais poser, est-ce que ce grand homme-là, est-ce que ses œuvres font partie de la collection pédagogique de notre pays? Très bien. En tout cas, moi, je suis très content et très ému par vos propos. Vous savez pourquoi l'université de Dakar porte le nom de Cheikh Anta Diop? Aucune idée. Cheikh Anta Diop, on aura une autre occasion d'y revenir. C'est le mentor, enfin, c'est le deuxième mentor d'Obenga après Jacques Opango. Cheikh Anta Diop meurt le 7 février 1986 d'une crise cardiaque. À l'époque, Abdou Diouf est président du Sénégal. Oui. Et l'université porte le nom de simplement l'université de Dakar. Comme chez nous, c'était l'université de Brazzaville. Après la mort de Maïngwabi, c'est devenu l'université Maïngwabi. Des professeurs d'université, des docteurs se sont soulevés, ils ont marché. Ils sont allés voir le président de la République pour dire c'était le plus grand d'entre nous, c'était le meilleur. Il faut que l'université porte son nom. Et c'est un sujet... Pourtant, Cheikh Anta Diop a fait de la politique. Il a eu à créer au total 3 partis politiques au Sénégal. Il a été violemment combattu par Senghor. Il a été combattu par Abdou Diouf, un peu moins violemment. Diouf avait compris, à la mort de Cheikh Anta Diop, que l'homme dépassait le Sénégal. Il dépassait le cadre politique. Par décret, l'université a changé de nom. Ma chère sœur, ce que vous dites est fondamental.
À un moment donné, des hommes comme Alexis, Dixon et Freshnel doivent prendre leur courage et se dire ceci. Nous n'allons pas attendre le ministère de l'Éducation nationale. Nous n'allons pas attendre le gouvernement. On ne vous appelle pas le 4e pouvoir pour le plaisir de vous appeler le 4e pouvoir. Si chaque journaliste congolais savait combien de journalistes sont tués à travers le monde, combien de journalistes sont morts pour que ce métier, qui est un métier noble, informer c'est un métier noble, parce que vous portez une lourde responsabilité. En général, les gens disent, c'est vrai parce qu'on l'a dit à la télévision. Si vous prenez votre responsabilité une fois par mois, une fois tous les 2 mois, de consacrer 2 heures, comme aujourd'hui, à Cheikh Anta Diop, en faisant intervenir diverses personnes, ou bien 2 ou 3 personnes pour nous parler des pans de sa vie, des pans de son œuvre, vous verrez que vos téléphones seront chargés à 6 heures du matin et à 9 heures ils seront déchargés parce que tous ces étudiants de philosophie au Congo, de droit, de linguistique, vont passer par vous pour dire « amenez-nous vers le maître ». Donc il y a effectivement un problème de communication. En 2010, beaucoup de pays en Afrique accédaient à ce qu'on avait appelé les 50 ans d'indépendance. On le sait très peu au Congo. Le professeur Obenga avait été chargé d'une mission de diriger une équipe pour rédiger l'histoire générale du Congo, enfin qu'on appelle Brazzaville. Officiellement, en réalité, c'est pas Congo-Brazzaville. Et pour faire ce travail, il avait pris des historiens, des sociologues, des musiciens, etc., etc. Chacun a mis la main à la pâte. Mais est-ce que vous savez que lorsque vous vous promenez dans certaines institutions et autres, vous n'allez pas trouver ces livres? Pourtant, ça part de notre pays. Même dans les mois qui ont suivi l'apparition de ces livres, 5 tomes, les livres étaient introuvables la plupart du temps. Donc nous avons intrinsèquement un problème. Nous avons intrinsèquement un problème avec la connaissance. Nous avons un problème avec le savoir. C'est comme si le savoir dérangeait. C'est comme si la connaissance dérangeait. Il y a une expression, il a parlé de l'argent tout à l'heure, Freshnel, il y a une expression qui est à la mode, c'est « on cherche l'argent ». Mais quand vous avez des jeunes de 15 à 30 ans, dans le discours du soir au matin, du matin au soir, jusqu'en passant par la nuit et l'après-midi, c'est « on cherche l'argent, la connaissance n'intéressera pas grand monde. Il y aura quelques personnes comme vous, 3, 5, 8, peut-être le cadreur réalisateur, qui à la fin vont dire « bon, moi je veux faire le premier pas aujourd'hui, je dois aller le voir ». On a véritablement ce problème. Ces œuvres, il y en a très peu. Vous cherchez le livre sur la cuvette congolaise, qui est un très bon livre, il est introuvable au Congo. Il a écrit sur le royaume Congo, civilisation Congo. Mais il n'y en a pas, vous ne trouverez pas ça. Et quelles en sont les raisons? C'est des choses qui seraient normalement un peu partout. Un peu partout, normalement, on devait nous mettre ça sur la table, on devait vulgariser. Et puis donc, dans les écoles, par exemple. Dans les écoles, par exemple. Nous arrivons à la fin de la première partie de cette émission. Jojo, au moment où vous allez nous quitter, pas pour qu'on vous mette sous terre, vous êtes attendu. J'ai eu peur. Alors, s'il vous était donné de conclure pour cette première partie, que diriez-vous? Merci beaucoup, Alexis. Je suis très, très heureuse d'être là ce soir, surtout entourée par des confrères, ceux qui ont débuté cette œuvre avant moi, et aussi apprendre cette histoire sur ce vieux loup, qui pour nous aujourd'hui serait quelqu'un que les jeunes, même de moins de 10 ans, parleraient. C'est vrai qu'on en a entendu à l'école, lors des cours de philosophie, ainsi de suite. Mais nous avons grandi, nous n'avons pas eu cela palpablement. Mais ce que nous apprenons, moi personnellement, ce que je vois, que ce soit par les médias, que ce soit de bouche à oreille, c'est de constater qu'on préférerait ramener les gens de l'extérieur pour notre pays, pour venir faire passer un événement, pour venir édifier, sachant que dans notre pays, il y a aussi des sachants. Sachant que dans notre pays, il y a aussi ces têtes-là qui peuvent apporter. Mais moi, je pense que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ce qu'on a toujours entendu. Mais quand on entend parler de Théophile, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui serait là en face de la jeunesse, en face de la tête même des départements ou de la ville, pour pouvoir nous exposer certaines choses que la jeunesse capterait et garderait si demain, après-demain,
la terre peut accepter de l'accueillir. Au lieu que les grands hommes ou ceux qui se disent capables de soutenir ceux qui ne le peuvent pas, moi je pense qu'ils devaient d'abord commencer par chez nous. À les soutenir, à les placer, à les montrer à la jeunesse, aux Congolais. Au lieu que nous soyons là à étudier les auteurs d'autres pays. Parce que si nous nous déplaçons de notre pays pour un autre pays, nous n'allons pas là-bas voir le livre, par exemple, écrit par Alexis Bongo, qui est en train d'être lu. Rien du tout. Dans un autre pays. Pourquoi ne pas commencer par chez nous? Pourquoi ne pas commencer par chez nous? On aime ce cri de cœur, cette indignation, ce cri de révolte de Jojo. C'est vrai qu'elle avait encore des choses et d'autres à dire, mesdames et messieurs, mais on est arrivé à l'atterrissage dans la première partie de cette émission. Et donc, on vous dit, restez avec nous. La suite au prochain numéro.